Donc je suis très... je me suis fait un cadeau ce matin en me donnant la présidence de cette séance, puisque j'ai la joie de présenter deux grands amis. Donc, quant à Nelson, non seulement je le remercie d'organiser avec moi ce colloque et de m'avoir beaucoup aidé l'année dernière, je me permets de rappeler que ça a été d'abord mon étudiant et qu'il est désormais étudiant en master donc au diplôme d'établissement de l'école pratique des hautes études avec Sophie Norman sur Lévinas. Il étudie le judaïsme, le rapport entre judaïsme et esthétique chez Lévinas, plus précisément dans ce travail de master. Et donc ce matin, ce qu'il propose, c'est... le titre est énigmatique, mais enfin il va nous en dire plus. Le reste chantable, les sentiers du souffle et le vent de l'altérité. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, à nouveau. Merci évidemment pour cette invitation, cet accueil. Merci à vous de votre présence, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, des amis, merci. Et merci aussi à François qui m'a offert les œuvres de Paul Celan dont je vais parler en français, que je n'avais pas en français. C'est un très beau cadeau qui m'a beaucoup aidé à préparer. Je voudrais commencer par rappeler 2-3 moments, 4 moments des exposés antérieurs, parce que je crois que pour engendrer le dialogue, ça pourra aider. Jean-Michel Salansky avait parlé de 3 types de littérature, de combat avec le langage. Il avait parlé aussi de la question de prendre le langage au niveau de l'adresse, à qui s'adresse. Puis je voudrais rappeler aussi Flora, qui à un moment donné a posé une question: comment retourner la représentation en ouverture? Je voudrais aussi faire mienne une question d'Anne Coignard. Je vais prendre cette question à cœur, peut-être pas immédiatement, mais est-ce qu'un personnage peut-il être le gardien de son frère? Ici Marcel, qui est venu de très loin, merci. Comment désenchanter la phénoménologie? Comment sauver la représentation de son destin ontologique? Et finalement, aussi, il y a un moment de l'exposé de Pierre Montebello où il parlait de désœuvrement, de la mise en œuvre. Je crois que ces moments ont quelque chose à voir avec ce que je vais essayer de dire. Le titre est pneumatique, dont Flora vient de faire mention. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de parler de tout ça à midi 20. Je vais essayer de vous donner la parole dans 30 minutes. Ça engendre la discussion. Le reste chantable, les sentiers de souffle et le vent de l'altérité. Le reste chantable est le début d'un poème Singbara Rest de Paul Celan, le poète de langue allemande. Les sentiers de souffle est à la fois un des titres provisoires du recueil qui s'appelle Atemwende, traduit en français par Renverse du souffle, par Jean-Pierre Lefebvre, et le vent de l'altérité. Vous pouvez déjà soupçonner que c'est une expression de Lévinas dans Autrement qu'être. Malheureusement, à cause du temps, je ne vais pas trop parler des sentiers de souffle. Il n'est pas seulement des titres provisoires de ce recueil qui s'appelle Renverse du souffle. Il y a aussi une expression qui apparaît dans le livre Kohelet, la Bible, plus connue dans la tradition occidentale, due à sa récupération par le christianisme comme l'Ecclésiaste, le livre de l'Ecclésiaste. Berek Aruach, ça apparaît dans chapitre 11, verset 5. Et je voudrais faire des rapports entre la parole poétique, la parole biblique et la parole philosophique, mais ça va être impossible. Il y a ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre, moi j'ai la langue plus grosse que la montre. Ça va être pas possible, donc je vais malheureusement couper dans ce qui concerne Kohelet. Ce vent, cette inspiration, n'est pas un romantisme chez Lévinas. Donc le vent de l'altérité n'est pas un vent que
va nous rafraîchir. Il parle à peu près dans la même page. C'est le dernier chapitre d'Autrement qu'être. C'est quelque chose comme un poids, une charge, et des charges écrasantes. Donc le vent d'altérité n'est pas quelque chose qui va venir nous rafraîchir. Il ne s'agit pas d'un vent ici qui va nous sauver. Non, c'est pas ça. Donc, pour ce qui est de Reste chantable de Paul Celan, au départ j'avais pensé à 2 autres vers de ces poèmes, mais je n'arrive pas à le traduire en français. Von unbestattbaren, à partir de ceux que ne peut pas recevoir de sépulcre. Je ne connais pas assez de mots en français pour dire là où les corps sont enterrés. Ceux que ne peut pas recevoir cet endroit là où les corps vont être enterrés. Sépulcre, n'est-ce pas? Sépulture, merci. Merci. Ceux que ne peut pas recevoir de sépulture. Quoi faire de ceux qui n'ont pas été enterrés? La résonance peut aller jusqu'à Antigone, par exemple, et beaucoup d'autres textes de la tradition occidentale. L'autre, c'était Ein Stück de Grabner, poésie, un morceau de poésie qui n'a pas été enseveli, non enseveli, le traducteur français dit non enseveli. Quoi faire de ceux qui ne reçoivent pas de sépulture? Je crois que ce dont j'essaie de penser ici à haute voix devant vous a beaucoup à voir avec l'exposé qu'a fait Yves. Quand on lit l'exposé sur le texte de Lévinas sur Shmuel Agnon, on a beaucoup de fois l'impression qu'on pourrait être en train de parler de Paul Celan. Et à beaucoup d'endroits, quand il parle de Maurice Blanchot, il Lévinas, on a aussi l'impression qu'il y a des moments où on pourrait faire des rapprochements. Donc, je vais partir un peu, je suis déjà au milieu du chemin, de le texte qui s'appelle Paul Celan de l'être à l'autre. Pour arriver, je vais faire que des allusions, désolé d'être allusif, à cette page, ces pages d'Autrement qu'être où il parle de vent, de l'altérité. Et je suis devant les traducteurs brésiliens de ce texte, merci de votre présence. Donc j'ai un peu de responsabilité de bien traiter ce texte. Et je crains bien que je ne vais pas être tout le temps capable de rendre justice, rendre compte de ce texte. Je vais signaler plutôt les moments problématiques et non pas les moments d'affinité. Ce n'est pas par manque de sympathie envers l'auteur, évidemment, ni envers le texte. C'est que faut suspendre l'empathie avec le texte pour arriver à être capable d'en dire quelque chose. Je vais beaucoup sauter. C'est parce que sinon, c'est impossible. Et je voudrais commencer par vous rappeler le début et toute l'œuvre de Le Banquet de Platon, que j'ai récemment eu l'occasion de relire quelques morceaux du début. Et je vous dis, un personnage qui renvoie un personnage, qui renvoie un personnage, qui renvoie un personnage. Et Platon met en scène tout cela. Je voudrais souligner, Socrate renvoie à Diotime. La question c'est, parle-t-il au nom de Diotime? Il cite Diotime. Parle-t-il à la place de Diotime? La représente-t-il? Il se substitue. Y a-t-il des substitutions? Un personnage est-il le gardien d'un autre personnage, comme a heureusement posé la question Anne? Donc, est-ce que le personnage est gardien d'autres personnages? Est-ce qu'il y a un moment éthique entre les personnages? Platon écrit même que l'ami a le devoir, l'obligation, la responsabilité de raconter la parole de l'ami. Donc je vais essayer de faire ce rapport de Platon avec la tradition occidentale pour arriver à la tradition hébraïque, pour ne pas accentuer la séparation, mais la possibilité de communication. Aristothème, un des autres personnages, cite Socrate. Apollodore cite Aristothème en racontant la chose à un ami dont nous ne savons pas le nom. Et il le fait en racontant
tel qu'il avait raconté à Glaucon. Vous voyez le tissu du début c'est vraiment impressionnant parce que c'est une mise en scène de personnages qui se renvoient les uns aux autres. Pour revenir à Lévinas, vous m'écoutez, j'espère. Moi, j'ai essayé d'écouter Lévinas. Lévinas a essayé d'écouter Paul Celan. Alors la question c'est, Paul Celan, qui a-t-il essayé d'écouter? À qui a-t-il donné parole? Au nom de qui parle-t-il? Qui représente-t-il? Représentation et altérité, c'est là où je voulais mettre l'accent. Bien sûr, le titre de ce colloque, le sous-titre, c'est représentation et représentation et altérité. Est-ce que Paul Celan représente quelqu'un? Qu'est-ce que c'est qu'une représentation en poésie? Et qu'est-ce que cela opère éthiquement? Vous voyez, je pose des questions. Je vais opérer par tissu, par trame de questions et de questionnements, et non pas nécessairement par un raisonnement déductif. J'espère que vous pouvez accepter ça. Si l'écoute peut se penser comme ouverture à l'extériorité, est-ce que la lecture, je suis en train de vous lire maintenant, j'ai parlé, peut-elle aussi, la lecture, de manière analogue, se penser comme ouverture à l'extériorité? À l'époque, la nôtre, des vomissements des mots imprimés. Vomissements de mots imprimés, je renvoie à Guido Ceronetti, un traducteur magnifique des textes Kohelet avec qui j'ai beaucoup appris. Mais je vais suspendre cette partie. Donc c'est une expression à Guido Ceronetti. À l'époque des vomissements des mots imprimés, est-ce que les mots imprimés, la lecture dans la solitude de notre chambre, sont-ils des ouvertures ou plutôt des enserrements, des claustrations, une espèce d'autotélisme, de solipsisme? Je vous invite, je n'ai pas le temps de faire, à lire le livre 6 des Confessions d'Augustin, chapitre 3, livre 6, chapitre 3, où Augustin d'Hippone est étonné quand il rencontre son maître, Ambroise, que lit en silence. François Brémondy a parlé de cette question. Jusqu'à un certain moment, on lisait à haute voix. Il a fait allusion plutôt. Depuis quand la poésie est-elle, la lecture est à voix, comment ça se dit, basse? En silence, merci. Lecture silencieuse. Donc, qu'est-ce que cela opère? C'est une question, à mon avis, importante, parce que si on lit tout seul, où est l'autre? Si on est tout seul dans notre chambre, qu'est-ce qu'il a de rapport éthique là? Si je vous lis à la place de vous parler, je ne vous vois plus, je ne vous regarde plus. Alors, pour revenir à Paul Celan n'a pas lavé les mains de ceux qui ne commencent pas avec sa liberté. Il n'a pas lavé les mains de ceux qui ne commencent pas avec sa liberté. Je renvoie ici à l'idée de pas d'initiative éthique. Voyons si quelque chose de la responsabilité de l'obsession peut nous interpeller dans sa poésie. Peut-être que le poème, il aussi, peut dire « Ineni, me voici ». Peut-être le poème, lui aussi, envertit les archaïs, en anarchie. Comment les vers peuvent-ils alors porter la misère d'autrui sur leurs épaules? Affirmation et question en même temps. Solidarité témoignant d'elle-même, le poème est n'est pas en dialogue de l'âme avec elle-même. Je renvoie évidemment à Platon à nouveau. Le poème n'est pas en dialogue de l'âme avec elle-même. Le poème ne fait pas cela. Quelle serait alors la manière que le poème aurait de transformer ces risques de solipsisme, d'autotélisme, d'enserrement en ça, de claustration? Comment retourner la représentation en ouverture pour récupérer à nouveau la question colorale? Peut-être, c'est une des possibilités de lire cela, c'est transformer la souffrance
en don, offrande. Offrande aux attentifs, dit Paul Celan dans la lettre à Hans Bender. Le poème transformé en don, comme la jouissance peut être transformée en don. Ça serait... Mais alors, si je dis transformé, il n'y en a pas là d'initiative. Comment le poète peut être-il seulement dans sa susceptibilité, dans sa passivité? S'il ne fait pas quelque chose, s'il ne prend pas une initiative, on n'a pas de poème peut-être non plus. À qui offre Paul Celan ses poèmes? Ce titre de Lévinas, de lettre à l'autre, de Paul Celan, aussi, le poème va vers l'autre. Mais qui est l'autre des poèmes? Dans ces poèmes, quand on les lit, il a tu, tout le temps. Il y a plus de tu que des poèmes dans les poèmes de Paul Celan. Pour les personnes qui sont plus familiarisées avec la langue hébraïque que moi, l'idée de Raphaïm, les faibles, les affaiblis, ceux qui sont fragilisés. Est-ce que c'est à ceux-là que les poèmes s'adressent pour récupérer un peu la thématique d'Yves Sobel par rapport à Agnon? Est-ce que les poèmes de Celan s'adressent aux morts? Point d'interrogation. Peut-être que je vais encore pouvoir récupérer cela. Le texte de Lévinas commence par un exergue. Alles ist weniger, alles ist mehr. La traduction de ce traducteur Jean-Pierre Lefebvre dit comme ça: tout est moins qu'il n'est, tout est plus. Je propose une autre traduction, pas pour dire que celle-là est erronée, bon, ça va résonner dans vos oreilles différemment. Tout est moins que ce qui est, tout est moins que l'être, ou alors tout est moins que ce qui est, tout est plus, tout est moins que l'être, tout est plus. Donc il aurait dans la poésie, si on voit une stratification en trois dimensions, le en deçà et l'au-delà. Mais peut-être qu'il faut tenir cette tension et non pas mettre la poésie seulement en deçà ni seulement au-delà. Peut-être qu'il faut même une hypothèse de lecture, qu'il aurait deux conceptions de la poésie, deux conceptions de l'art, deux conceptions de littérature chez Lévinas. Une où, comme il a déjà été question, qui reste au niveau en deçà du sensible, une autre qui arrive à aller au-delà. Peut-être qu'une troisième lecture serait que la poésie reste aussi au niveau antique, ontologique, si vous voulez. Paul Celan parle même de Gegenwart und présent et présence. Lévinas n'accentue pas cela. Il accentue le niveau de l'en-deçà et le niveau de l'au-delà, mais il n'accentue pas la poésie au niveau ontologique. Donc j'associe cet exergue qui vient d'un poème qui s'appelle Cello Einsatz, le traducteur français traduit par attaque de violoncelle. Einsatz peut être aussi une entrée militaire, une entrée de musique. Donc c'est le violoncelle, la musique entre comme une attaque ou comme une entrée musicale. Donc il y aurait quelque chose dans la musique qui serait déjà attaque, cette idée, ou pas. Lévinas dit aussi que le poème est ramené à quoi? À quoi ramène-t-il le poème de Celan, la poésie de Celan? Il parle de signes, il parle le moment de la lettre à Hans Bender, le serment de la main. Ici, on a vraiment un problème. Lévinas a omis, je parlais ça hier avec chers amis, il a omis la omission d'un mot qui n'est pas du tout anodin, parce que c'est à mon avis très important. Dans la lettre, Paul Celan ne dit pas comme Lévinas l'a traduit. La traduction de Lévinas, c'est « Je ne vois pas de différence entre une poignée de main et un poème ». Mais Paul Celan dit « Je ne vois pas de différence principielle, de principe, différence principielle ». Pourquoi Lévinas fait omission de l'idée de principe? Peut-être pour pouvoir mieux étayer une anarchie, une
non-commencement. Je ne saurais pas lire autrement. Je ne crois pas que ça soit un manque d'attention. C'est plus travaillé que cela. Donc dans cette lettre aussi, il y a l'idée qu'une fois que les poèmes sont là, une fois là les poèmes, une fois que les poèmes sont véritablement là, le poète se débarrasse de ça. Quel est le mot qu'il dit? C'est pas responsabilité. J'ai failli dire responsabilité. C'est quand on commet un crime ensemble. Comment ça se dit? Complicité. Merci. Quand il se débarrasse de sa complicité, ça serait une possibilité de traduction. C'est qu'il y aurait quelque chose comme une complicité dans le faire du poème. Une fois que le poème est là, le poète se débarrasse de sa complicité originaire. Alors, à nouveau, Lévinas ne souligne pas cela. L'idée que des fois on a, l'impression qu'on peut avoir, c'est que Lévinas souligne ce qui peut être ramené à sa manière de penser. Ce qui n'est pas du tout anodin, c'est très problématique. Qu'est-ce que c'est que ce en deçà, ce moins que l'être? Pour que vous puissiez écouter la merveille de la prose et de la poésie de Celan, j'ai porté la traduction de Stéphane Mossès, qui est absolument magnifique. Il y a deux petits textes. Et que Lévinas cite, je n'ai pas la traduction que Lévinas cite, donc je vais citer celle-là. C'est de l'entretien dans la montagne, au dialogue dans la montagne. C'est d'une rencontre ratée avec Adorno. Et dans ce texte, il y a je, tu, nous, il y a les pronoms qui vont, qui viennent, et on ne sait pas qui parle. On a l'impression qu'il y a un tu, c'est pas le Celan, mais finalement on ne sait pas qui est ce je, qui est ce tu. Qui est le je, qui est le tu dans la poésie de Paul Celan? À un moment donné, Paul Celan écrit comme ça: les bavards, même maintenant, avec leur langue qui se presse gauchement contre leurs dents et leurs lèvres, ils ne s'arrondissent pas, ils ont quelque chose à se dire. Bon, laisse-le les parler. Tu es venu de loin, tu es venu jusqu'ici. Je le suis venu comme toi. Je sais. Tu sais, tu vois, la terre s'est plissée, ici, en haut, s'est plissée une fois, deux fois, trois fois, et s'est ouverte au milieu. Et au milieu s'étend une eau, et l'eau est verte, et le vert est blanc, et le blanc vient de plus haut encore, vient des glaciers. Là, je vous demande votre attention, encore plus. On pourrait le dire, mais on ne le doit pas. Tel est le langage qui accourt ici. Tel est le langage qui accourt ici, traduit Mossès. Quel est le langage qui accourt dans la nature? Je me pose. Quel est le ça? Le texte dit hier gilt, qui est valable ici. Quel est le langage ou quelle est la langue? Sprach peut être langage ou langue, des fois c'est impossible à décider. Quelle est la langue ou quel est le langage qui vaut, en français on pourrait dire qui vaut ici, qui a la valeur là, qui est validité. Où est-ce que j'étais là? On pourrait le dire, mais on ne le doit pas. Tel est le langage qui accourt ici. Le vert avec le blanc dedans, un langage qui n'est fait ni pour moi, ni pour toi, car je le demande. Pour qui est-elle conçue, la terre? Elle n'est conçue, dis-je, ni pour toi, ni pour moi. Le langage est bien, oui, sans je, sans tu, rien qu'il, rien que ça, rien qu'il. En français, ils sont pareils. Donc sans ich, sans du, rien que R, S, zi. Zi avec majuscule, que ça pourrait être le vous, mais que ça peut être le il. C'est pour que vous pouvez. Qu'est-ce que c'est que ce ça de la poésie? Qu'est-ce que c'est que ce ça en deçà?
Je ne suis pas psychanalyste, hein, c'est pas le ça psychanalyse. Transcendance par la poésie. Mais Paul Celan parle dans ça. Donc il aurait en ça et en au-delà. Il aurait les deux. Le poème parle de ce qui précède, ce qui dépasse le est. Mais peut-être qu'il parle aussi de est, ce qui est au niveau antique, ontologique. Je vais sauter. Non, impossible. Donc, cette extériorité-là, comment est-elle atteinte, l'extériorité de la transcendance? Il y a alors dans le poème quelque chose permettant au moi de se séparer de lui, le moi qui se sépare de lui. Et quel serait le nom de cette chose qui permet au moi de se séparer de lui, de lui-même? Il n'est pas question de souffle ni de respiration dans l'essai de Lévinas. Pourtant, j'essaie d'y parvenir. J'essaie de passer d'un texte Lévinas à l'autre pour en souffler un des textes. L'autrement qu'être, Lévinas dit, respiration d'un air du dehors, où l'antériorité s'affranchit d'elle-même, exposée à tous les vents. Une antériorité exposée à tous les vents. Kohelet, chapitre 8, verset 8, dit comme ça. Et il n'est pas d'homme, il n'a pas d'être humain puissant sur le vent, ruach. Il n'a pas d'homme capable de maîtriser le vent. C'est pour ça que je voulais faire des liens, mais ça ne va pas être possible. Entre cette idée dans Kohelet, chapitre 1, verset 6, le vent, va, vient. Le vent tourne et souffle, immaîtrisablement. On n'a pas de maîtrise sur le ruach, donc toute l'ambiguïté. Alors, ambiguïté n'est pas péjoratif ici. Hein. Toute la polysémie, toute la richesse du mot vent, esprit, qui parle, comme Georges Anselme. Merci pour ce renseignement, cette association de l'esprit comme esprit qui parle. Donc je voudrais arriver à cette idée en récupérant les autres personnes qui ont parlé, Flora, Marcel, Anne, proposer cette ligne de lecture de l'idée de vent, de respiration. Qu'est-ce que retourne la représentation en ouverture? On est déjà là, sans accent heideggérien. Hein. On est déjà là, je ne parle pas de Heidegger là. On est déjà là, pourquoi? On respire déjà. Il dit comme ça, Lévinas, l'autre dans le même, c'est inspiration. Il a inspiration, expiration, tout le temps. Celui qui naît, le bébé, qu'est-ce qui se passe? Il vient à la vie. Et bon, peut-être qu'il était déjà vivant, mais j'espère. Mais c'est le moment le premier souffle n'est pas expiration, et l'autre dans le même. Et comme je voudrais vous laisser encore une dizaine de minutes pour l'interaction, 5 minutes je finis. Donc à 20, je vais terminer pour vous laisser 10 minutes du moins pour la discussion. Je vais le trouver, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai 50 millions de notes. Voilà. Je vais simplement lire sans faire beaucoup de commentaires et finir par citer le Talmud, faire des associations thématiques entre judaïsme et esthétique. Respiration dans l'air du dehors. Antériorité, l'antériorité s'affranchit d'elle-même, exposée à tous les vents. Que le vide de l'espace soit rempli d'air invisible, caché à la perception, si ce n'est dans la caresse du vent ou la menace de la tempête, non perçue, mais pénétrant jusqu'au repli de mon intériorité. Que cette invisibilité aussi vide soit respirable ou horrible, que cette invisibilité non indifférente m'obsède avant de toute thématisation, semble ambiance ou atmosphère, à laquelle le sujet se rend, s'expose jusqu'au poumon, au fond de sa substance.
Cela signifie une subjectivité qui souffre et s'offre. Le sans-repos de la respiration, l'exil en soi-même, l'en-soi sans repos, n'est pas une impossibilité de demeure qui se ferait déjà mouvement d'ici à là-bas. Ce n'est pas un mouvement, c'est déjà là, intérieur à l'ici. Ça précède l'ici, le là ou l'ici. C'est intérieur à cela. C'est pour ça que je disais, comment le faire? On n'a pas à le faire, on est déjà là, on respire déjà. Le vent de l'altérité apparaît dans ce passage-ci. Exposition ou l'ouverture du visage qui est le plus loin encore de la déclaustration de soi-même, de la déclaustration qui n'est pas l'être au monde, un peu loin, une respiration profonde jusqu'au souffle coupé par le vent de l'altérité. L'approche du prochain est fission du sujet au-delà du poumon. C'est dans les pages 260, comment ça se dit en français 16, 278 de Autrement qu'être, le dernier chapitre. La respiration est transcendance, en guise de déclaustration. Alors ce que dans le poème est déjà aller vers l'autre, c'est une maligne lecture que j'essaie de partager avec vous. Dans le poème, le rythme critiqué dans la réalité sans nombre, ce rythme-là, de la musicalité qui nous emporte. Dans le poème, peut-être qu'il se passe quelque chose d'autre. C'est le rythme de la respiration d'autrui, déjà mort, par exemple. Alcelan n'est pas là, Levinas non plus. Mais comme vous voyez, si je lis leur texte, je voudrais peut-être citer, si j'ai 2 minutes, je ne vais pas citer, ça va prendre du temps. Walter Benjamin, à un moment donné dans les thèses sur le concept d'histoire, la deuxième, est-ce qu'il n'y a pas un vent, un souffle qui vient à notre rencontre de ceux qui ont déjà respiré avant? Il parle d'une rencontre secrète entre les générations. Donc je voudrais aussi faire cette petite rapprochement chez Walter Benjamin, qui nous respirons déjà l'air qui vient des générations. Donc ça transforme l'histoire, l'historia, le mot grec, investigation, en toldot, en postérité, en génération. Peut-être que la poésie peut nous aider à faire... Qu'est-ce qu'on se souvient des générations qui sont venues avant nous? Si on ne le lit pas, si la mémoire orale se perd, plus d'autres. Donc peut-être qu'on est déjà ensoufflé de ceux qui ont respiré avant nous. Nous sommes venus à l'être, nous sommes déjà ensoufflés par l'autre dans le même qui s'appelle inspiration. Pour finir, et vous laisser 10 minutes du moins, je cite Megillah 15. Celui qui cite un propos en précisant le nom de son auteur apporte salut au monde. Une autre traduction possible, celui qui répète quelque chose qui a été dit par l'autre. Au nom de celui-là, il apporte salut au monde. Levinas, dans l'humanisme, le trône, dans l'article qui s'appelle Sans identité, cite le traité des pères, le traité d'Abbot. Si je ne réponds pas de moi, qui répondra de moi? Mais si je ne réponds que de moi, suis-je encore moi? Donc peut-être que dans les textes qu'on risque de lire tout seul, c'est une disgrâce à mon avis pour la civilisation, il faut lire ensemble. C'est ce qu'on fait là. Peut-être qu'il y a quelque chose de cela. Je ne réponds plus seulement de moi-même. C'est qu'il y a un vent de croire qui parle et pour que le Evel, Avalim, Vanitas Vanitatum dans la tradition chrétienne, pour que la vanité de la vanité ne soit pas vanité, il faut qu'on arrive à récupérer le souffle, une récupération symbolique, les morts sont morts, une résurrection, comme dans le texte de Sobel, qui est une transmission entre ceux qui sont
ils ne sont plus là, ils sont ceux qui ne sont pas encore là, comme Izzy nous a rappelé. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup de votre attention, j'attends vos remarques. Merci beaucoup Nelson. Comme suggéré par Jean-Michel, on peut maintenant prendre les questions sur les deux exposés, même s'ils sont très différents finalement. Bonsoir. Bonjour. Nous sommes les enfants. On fait la traduction de Poquelin de l'être l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans votre exposition que je pense que sont très importantes. J'aime beaucoup ce texte et je fais une proposition. Avec l'inspiration du bébé, c'est un mort, c'est la première inspiration, mais c'est la mort, c'est la première mort. Parce qu'il y a une chose, un petit 2 secondes, qu'il y a une mort pour inspirer. Et c'est le premier acte de vivre. Donc c'est un chibolette aussi, c'est la même chose. C'est comme une frontière, une difficile frontière de passer, de penser à propos de la chose que se souffle. Je pensais à propos d'une autre chose, que c'est une chose dans l'œuvre de Poquelin, que c'est fort, que c'est comme moi-même, ce n'est pas possible d'être moi-même. Et c'est une chose à propos de la choix, de la même chose. Parce que la choix, c'est la impossibilité de les Juifs être soi-même dans le monde, pour le monde. C'est et en même temps, c'est la impossibilité d'un corps. Un corps sans lien dans le monde. C'est une matière très forte dans la conception de la culture juive. C'est la propre possibilité de les mots être quelque chose comme le souffle, l'inspiration de Dieu dans le monde. La Kabbalah, c'est une proposition que Poquelin connaît bien, de la possibilité de les mots souffler et inspirer la vie. Je pensais à propos de le golem, la figure mythologique de golem, et Mat, c'est tir le Aleph, c'est le mot. Oui, d'accord. Emet. C'est le met. La négation. C'est la négation. La négation de la mort. La négation de la mort. La négation de la mort. Oui, parce que le Aleph, c'est le mot de Dieu, c'est la lettre de Dieu. Donc, il y a cette chose-là qui est court, je pense. C'est une position pour penser seulement. Je vais essayer d'être très bref pour donner encore 5 ou 6 minutes aux autres. Pour le souffle que soit la première mort, je ne pourrais jamais être d'accord avec toi. Jamais. Parce que c'est la vision baroque. Dans le baroque, le bébé est déjà touché de vermine. Il a déjà condamné à mort. Je ne peux pas partager cette vision. Je dis toi, désolé, de Derrida. Pardon. Non. La première inspiration est ce que nous donne la vie. Je ne peux pas sortir de là. Pour ne pas pouvoir être soi-même, Paul Celan appelle cela barbarie. Il appelle comme ça barbarie. C'est-à-dire, il dit comme ça dans une lettre à un ami. Même si ça ne se voit pas, tous mes poèmes renvoient à quelque chose de mon existence. Et la barbarie serait le moment où un je ne peut pas dire je. Ça serait une barbarie. Mais en même temps, je crois qu'il y a un paradoxe dont on ne peut pas se défaire. C'est-à-dire, dans un texte qui s'appelle, dans le livre Poetry of Thought de George Steiner, il dit quelque chose que je ne peux pas accepter jusqu'au bout, que c'est que dès le départ, il y aurait déjà la mort
dans la poésie Tselam et qu'il y aurait déjà le silence. Mais alors je crois que là où Tselam est attrapé dans le paradoxe, c'est le jeu qu'il dit, il faut que ce soit son jeu. Mais en même temps, comme il dit, la mère qui n'a pas eu les cheveux blancs, sa mère qui n'a pas arrivé à avoir les cheveux blancs, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Donc, ce jeu qui s'écrase, qui est écrasé par la roue de l'histoire, sans lui non plus. Donc, merci de le rappeler. Donc, ne pas pouvoir être soi-même, ça peut être une bénédiction si on donne la parole à quelqu'un d'autre, ça peut être une barbarie si, en se taisant, je ne vous donne pas la parole. Non, je vous la donne. Bon, Flora m'a habilité à proposer mon montage synthétique, donc je le fais. Joël nous a présenté, au fond, ce dans quoi Brunswick et Lévinas s'accordent et se rencontrent. Et c'était la conclusion même de son exposé. Et ce dans quoi ils s'accordent et se rencontrent, c'est ce que je pourrais appeler le partage athée de la représentation. On est ensemble dans la discussion ouverte où on remet en cause tous les contenus et on les remet en cause à travers l'usage de la représentation comme véhicule de l'intelligibilité. Et au moins il y a ça, et Lévinas, tout au long de sa vie, aura toujours souligné que non seulement c'est un moment d'humanité inesquivable, mais en plus c'est un moment dans lequel on peut être tous ensemble. Bon. Mais une fois qu'on a ce moment, évidemment, il y a l'en-deçà et l'au-delà. Qu'est-ce qui est le reste qui est une partie du titre de Nelson, c'est l'en-deçà et l'au-delà. Et donc il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de l'en-deçà et de l'au-delà. Et Nelson, il comprend bien que le poétique, la poésie en particulier, l'esthétique peut-être en général, mais la poésie notamment, qui est son objet, elle a un pied dans l'en-deçà et elle a en même temps un regard tourné vers l'au-delà. Et Nelson, dans tout son exposé, cherche un passage de l'en-deçà vers l'au-delà. Et il est attiré comme par un aimant par cette fin d'Autrement qu'être, dont je rappelle que je l'avais cité à la fin de mon exposé de l'an dernier, où on trouve des accents deleuziens chez Lévinas, où il nous raconte la déclaustration, que le mouvement éthique de l'un pour l'autre, il apporte la déclaustration, c'est-à-dire en fait la seule ouverture. Et donc d'un point de vue deleuzien, tout le chaos immanentiste, d'un point de vue lévinasien, tout le chaos immanentiste deleuzien, c'est juste l'immanence, c'est-à-dire c'est encore l'enfermement, en fait. Et donc la seule ouverture, c'est celle-là, c'est celle de l'un pour l'autre éthique. Et Nelson a cherché le passage de la poésie à l'un pour l'autre éthique. Et à un moment de son exposé, il a proposé la formule de le poème donne la souffrance, comme le moi saisi par l'éthique donne le pain s'arrache à soi-même le pain de sa jouissance et le donne à autrui. Et donc il y a cette hypothèse vertigineuse qu'il y aurait un passage de l'en-deçà à l'au-delà. Alors, le danger que la tradition juive nous attire notre attention sur un danger, c'est que du côté de la révérence envers l'en-deçà, il y a le danger de l'idolâtrie. Il y a le danger de mobiliser les puissances de l'en-deçà et donc d'entrer dans l'idolâtrie. Et finalement, dans l'exposé de Nelson, ce qui conjure ce danger, c'est qu'au bout du compte, sa façon de voir le passage de l'en-deçà et de l'au-delà, ça devient à travers la figure de la tradition et de ce qui nous relie aux morts à travers la transmission de leur souffle, mais leur souffle, c'est aussi leur langage. Et donc on trouve, si on veut être lévinassien, la merveille de la tradition des petites fioles à la fin du texte sur Hanouka, dans Difficile Liberté. Voilà mon moment de fin.